La tendresse, chez certains hommes, ne disparaît pas d'un coup. Elle s'efface à force de silence, de malentendus et de fatigue accumulée. À 74 ans, Phil Collins n'est plus seulement une voix qui a traversé des décennies de pop mondiale. Il est devenu un homme qui compte ce qu'il lui reste, du temps, de l'énergie et une vérité qu'il ne veut plus laisser aux autres. En février 2025, dans un rare entretien, il lâche une phrase simple, presque sèche. The thing is, I've been sick. I mean, very sick. Ce n'est pas une confession spectaculaire, c'est une clé. Parce que lorsqu'un corps renonce, les souvenirs remontent. Et quand une carrière s'éteint, ce sont souvent les histoires personnelles, celles qu'on a maquillées, minimisées, repoussées, qui viennent réclamer leur place. Face à lui, il y a Oriane Sevet, une Suissesse rencontrée au milieu des années 1990 lorsqu'elle travaille comme traductrice pendant une tournée. Ils se marient en 1999, construisent une vie qui, vue de l'extérieur, ressemble à une seconde chance. 2 fils naissent, Nicolas et Matthew. Et puis la mécanique s'enraye. Séparation, divorce en 2008, avec un règlement financier qui fait la une, record à l'époque dans un divorce de célébrité, environ 46,76 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle se complique. Ils se rapprochent à nouveau des années plus tard. Réconciliation confirmée en 2016, comme si la tendresse, même abîmée, avait la peau dure. Et pourtant, en 2020, le récit bascule encore. Oriane se remarie avec un autre homme, et un conflit éclate autour de la maison de Miami, avec des accusations, des procédures, l'idée d'une cohabitation devenue impossible. Alors pourquoi maintenant ? Parce que Phil Collins est à l'âge des bilans, et que sa santé impose une nouvelle hiérarchie des urgences. Quand il dit qu'il n'est plus affamé de musique, il ne parle pas seulement d'inspiration, il parle d'un recul irréversible. Et dans ce recul, il y a cette question intime. Qu'est-ce qu'on a perdu exactement entre deux êtres qui se sont aimés ? Pas le scandale, pas l'argent, pas la presse, la tendresse. Et si, à 74 ans, il acceptait enfin de nommer ce qui a été cassé, non pour accuser, mais pour comprendre. Alors dites-moi, quand la tendresse se perd, qui s'en aperçoit le premier ? À quel moment l'amour cesse d'être un refuge pour devenir une négociation ? Et si Phil Collins parle aujourd'hui, est-ce pour se libérer ou pour demander, une dernière fois, qu'on l'écoute vraiment ? On confond souvent la naissance d'une histoire avec un coup de foudre. Mais dans les coulisses d'une tournée internationale, ce qui se joue d'abord, c'est autre chose. La discipline, les horaires, la fatigue, la nécessité de faire tenir debout une machine immense. C'est là précisément que Phil Collins croise Oriane Sevet. Elle n'entre pas dans son monde comme une femme de plus, attirée par la célébrité. Elle y entre par le travail, par la langue, par cette position singulière de l'intermédiaire, celle qui écoute, reformule, assure que les mots tombent juste et que les malentendus, eux, restent à distance. Oriane est alors traductrice. Phil est déjà une figure planétaire, connu autant pour Genesis que pour ses tubes solos. Un homme qui a appris à vivre avec la vitesse, le bruit, les attentes. Cette différence de rythme, au départ, pourrait être un obstacle. Elle devient une attraction. Parce qu'au milieu de gens qui demandent, qui veulent, qui sollicitent, il y a quelque chose de rare chez ceux qui rendent service sans se mettre en scène. Une présence calme, un regard qui n'est pas en quête d'un avantage. Et pour un artiste comme Collins, déjà marqué par une vie sentimentale exposée et par des séparations qui laissent des traces, ce calme-là a une valeur particulière. Ils se rencontrent au milieu des années 1990, pendant une tournée. Les dates, les pays, les hôtels, les loges, tout est mobile. Mais ce qui les rapproche, ce n'est pas le décor, c'est la répétition. Les moments où l'on se revoit parce qu'on doit se revoir. Une traduction à faire, un échange à clarifier, une phrase à transmettre. Et dans ces micro-instants professionnels, une intimité se fabrique sans qu'on l'annonce. Il y a aussi, chez Phil Collins, ce paradoxe que beaucoup de ses proches décriront plus tard. Un homme capable de remplir des stades, mais qui reste profondément sensible aux détails invisibles. Une remarque dite trop vite, un ton qui change, une attention qui manque. Quand on écoute ses chansons, on entend souvent la même obsession, la faille émotionnelle, le regret, l'appel au retour. On peut y voir une posture artistique, mais on peut aussi y lire une manière d'être au monde. Oriane, elle, n'est pas une figure médiatique à ce moment-là. Elle n'a pas ce réflexe de jouer avec la presse, de nourrir un récit public.
Et c'est peut-être ce que Collins cherche, sans le formuler, une relation qui ne soit pas d'abord un titre, une relation qui se construise dans l'entre-deux, dans ce que les caméras ne saisissent pas. La célébrité dans ce genre de rencontre agit comme un test permanent. Elle amplifie tout, elle déforme aussi. Chaque geste peut être interprété, chaque apparition peut être commentée. Le couple, avant même d'exister, devient un objet possible pour l'extérieur. Et pourtant, à l'époque, ils avancent comme s'ils voulaient rester maîtres du tempo, comme si l'essentiel se jouait ailleurs que dans les flashs. Ce qui est frappant, c'est la façon dont cette relation s'inscrit dans une période de maturité pour Collins. Il n'est plus un jeune homme qui découvre la célébrité. Il sait ce qu'elle coûte. Il sait ce que la vie d'artiste impose à l'autre, les absences, la priorité donnée au calendrier, l'épuisement qui rend irritable, l'entourage qui filtre, qui protège, qui contrôle. Il sait aussi qu'une femme qui le rejoint doit accepter un monde qui ne s'arrête jamais. Et peut-être que, dès la rencontre, tout est déjà là, la promesse et le piège. La promesse, c'est celle d'une tendresse retrouvée, une tendresse adulte, moins naïve, plus consciente, une tendresse qui ne se confond pas avec l'euphorie, mais avec le sentiment de respirer enfin autrement. Le piège, lui, est plus discret. C'est l'idée que l'amour peut servir de réparation, qu'il peut corriger les blessures anciennes, combler les regrets, remettre de l'ordre là où il y a eu du chaos. Or, l'amour n'efface rien par magie. Il apaise, oui, il protège parfois, mais il révèle aussi ce qu'on porte déjà. À ce stade, leur histoire n'est pas encore celle des ruptures et des procédures. Elle est celle d'un homme mondialement connu qui, au milieu d'une tournée, découvre une forme de proximité qui ne lui demande pas de performance. Et celle d'une femme qui entre dans l'univers d'une icône avec une place concrète, presque technique. Faire circuler les mots, éviter les collisions, rendre les échanges possibles. Mais, dans un monde où tout bouge, une question se pose déjà sans qu'ils aient besoin de la prononcer. Comment garder une tendresse vivante quand la vie, elle, est toujours en transit? La gloire n'a jamais été un simple décor autour de Phil Collins. C'était une force qui exigeait, qui prenait, qui pressait. Quand il rencontre Oriane, il porte déjà cette réputation mondiale, ce statut d'homme dont la voix, la batterie, les refrains ont accompagné des millions de vies. Et pourtant, au tournant de la fin des années 1990, quelque chose se rejoue. Une nouvelle période haute, plus mûre, plus structurée, mais aussi plus fragile qu'elle n'en a l'air. En 1999, il se marie. Et à partir de là, la chronologie officielle ressemble à une promesse de stabilité. Une maison en Suisse, un quotidien qui tente d'absorber l'extraordinaire, 2 enfants qui arrivent et qui, sur le papier, redonnent un centre. Nicolas naît en avril 2001, Matthew naît en 2005. Mais la stabilité chez les célébrités de ce niveau est toujours une négociation. Parce qu'un artiste comme Collins n'appartient jamais tout à fait à sa maison. Il appartient aux attentes, aux contrats, aux souvenirs du public. Il appartient à ce Phil Collins devenu figure, marque, époque. Et la question, en coulisses, n'est pas seulement « sommes-nous heureux ?», elle est souvent plus brutale. Combien de temps pouvons-nous tenir comme ça sans nous perdre? Question mark. Dans ces années-là, Collins reste une référence. Il n'est pas un artiste disparu, il est un nom qui continue de faire événement. Sa biographie est déjà chargée de succès historiques. Genesis, la carrière solo, la présence dans la culture populaire. Et il avance avec ce bagage qui écrase parfois le présent. À l'extérieur, on voit l'icône. À l'intérieur, on devine l'homme. Celui qui a déjà connu des divorces coûteux, des tensions, et qui veut croire qu'il peut enfin vivre autrement. Oriane, elle, se retrouve au point de contact entre 2 mondes, l'intime et le public. Dans l'intime, il y a les enfants, les rythmes, l'organisation d'une vie familiale. Dans le public, il y a la curiosité, les titres, cette manière qu'a la célébrité de transformer chaque étape privée en information collective. Et c'est ici que les années de gloire prennent une couleur particulière. Ce ne sont pas seulement des années de succès, ce sont des années de pression silencieuse. Phil Collins, même lorsqu'il semble s'éloigner des projecteurs, reste surveillé par ce qu'il a été. Son parcours est documenté, commenté, archivé. Et pour un couple, cela crée un phénomène rare mais réel, l'impression que la relation appartient un peu aux autres. Pas parce que l'on ouvre la porte volontairement, mais parce que l'histoire intéresse, et que l'intérêt finit par s'imposer comme une présence. Dans beaucoup de couples ordinaires, les tensions naissent de la fatigue, de l'incompréhension, des habitudes. Ici, tout cela existe aussi.
Mais il y a une couche supplémentaire, la vie sous projecteur, même quand la lumière n'est pas directement braquée. Les déplacements, les entourages, les agendas imposés, les périodes où l'on vit à côté en attendant une fenêtre de normalité. Et puis cette idée, toxique parfois, que l'on devrait être reconnaissant, qu'on n'a pas le droit de se plaindre puisque tout le monde vous envie. Or, la gloire n'empêche pas la solitude. Elle la rend seulement moins crédible aux yeux du public. Dans ces années de vie commune, il y a aussi un basculement générationnel. Phil Collins devient père à un âge où beaucoup, autour de lui, deviennent déjà grands-parents. La paternité tardive donne parfois une intensité spéciale à la tendresse, parce qu'on sait que le temps est compté. Mais elle peut aussi donner une fragilité. L'énergie n'est pas la même, le corps n'obéit pas toujours, l'endurance émotionnelle se réduit. Ce ne sont pas des détails. Dans un couple, ce sont des facteurs. Et déjà, sans qu'on le formule frontalement, une contradiction s'installe. Vouloir une famille simple, tout en vivant avec un nom impossible à simplifier. Vouloir protéger une tendresse, tout en étant aspiré par une histoire publique qui n'oublie rien. Ce qui, plus tard, sera raconté comme un divorce record, une bataille, une série de procédures, commence souvent de manière beaucoup plus banale. Un déséquilibre qui s'installe, une attente qui n'est pas entendue, une fatigue qui devient un langage, et cette question qui revient sans cesse dans les couples exposés. Est-ce que nous vivons ensemble ou est-ce que nous survivons autour d'un calendrier? Les fissures ne font pas de bruit, au début. Elles ne ressemblent pas à une scène, elles ressemblent à un quotidien qui se décale, imperceptiblement, jusqu'au moment où l'on ne se reconnaît plus dans la place qu'on occupe. Phil Collins et Oriane Cevey ont construit, au tournant des années 2000, une image de seconde chance. Un mariage, 2 enfants, une promesse de stabilité. Mais alors, que se passe-t-il quand la stabilité devient une performance et non un repos? Pourtant, c'est précisément là que les couples les plus exposés se trompent. Ils confondent la continuité avec la solidité. La célébrité n'abîme pas l'amour, par nature. Elle abîme souvent l'attention, elle fragmente, elle impose un calendrier où l'intime doit apprendre à négocier sa place parfois sans même s'en rendre compte. Oriane vit auprès d'un homme qui n'est jamais seulement Phil. Il est un symbole, un héritage vivant, une carrière qui attire encore des obligations, des regards, des demandes. De son côté, Collins n'est pas un conjoint comme les autres. Il a déjà traversé des ruptures médiatisées. Il sait ce que coûte un divorce, ce que dévore une séparation. Et cette connaissance, loin de protéger, peut devenir une pression supplémentaire. La peur de refaire les mêmes erreurs, l'idée qu'on doit réussir enfin. Ce soir-là, ce n'est pas un événement unique qui casse tout. C'est la somme des micro-renoncements. Les phrases qu'on ne dit pas parce qu'on est fatigué. Les gestes tendres qu'on repousse à demain. Les discussions qui deviennent logistiques. Qui s'occupe de quoi? Quand? Comment? Et puis une forme de solitude paradoxale. Être entouré et se sentir seul quand même. La tendresse dans un couple n'est pas seulement une émotion, c'est une pratique. Et quand la pratique se raréfie, la tendresse devient un souvenir qu'on croit encore posséder jusqu'au jour où l'autre vous fait comprendre qu'il ne la ressent plus. En 2006, ils se séparent. Ce détail chronologique dit beaucoup. La fissure est déjà devenue faille. On n'est plus dans la crise qu'on traverse, on est dans la distance qu'on installe. Et dans ce type de séparation, les 2 versions coexistent, celle qu'on explique au monde et celle qu'on garde pour soi. Il y a une dimension presque brutale dans les couples de célébrités. La rupture ne reste jamais longtemps une affaire privée. Le public réclame une raison. La presse la fabrique si elle ne l'obtient pas. Les proches savent. Les rumeurs comblent les blancs. Et au milieu, 2 personnes tentent parfois de préserver la seule chose qui devrait compter. Un minimum de dignité émotionnelle. Mais alors, comment parler de fissure sans tomber dans la caricature? Peut-être en acceptant cette idée simple. Ce qui fait craquer un couple n'est pas toujours l'excès de drame. C'est l'épuisement, la répétition, la sensation d'être devenu le gestionnaire d'une vie plutôt que le partenaire d'un être. En 2008, le divorce est prononcé, avec un règlement financier largement commenté, souvent présenté comme record pour l'époque. À ce stade, la tendresse n'est plus un sentiment, c'est un dossier. Et cette transformation-là est peut-être l'une des plus violentes, voire des années d'intimité se résumer à des chiffres et des clauses, comme si l'émotion pouvait être classée. Pourtant, il serait trop facile de raconter cette période uniquement par le prisme de l'argent. L'argent attire les titres,
mais il n'explique pas la fracture. Il ne dit pas ce qui se passe dans les moments où l'on s'éloigne sans partir, où l'on se parle sans se comprendre, où l'on se touche sans se rejoindre. Et quand Collins évoque plus tard sa santé déclinante et cette fatigue profonde qui l'a accompagné, on comprend aussi que l'usure n'est pas seulement psychologique, elle est physique, elle est existentielle. La fissure, au fond, c'est ceci. Lorsque deux personnes se mettent à vivre dans deux temporalités différentes, l'une veut ralentir, l'autre attend encore une preuve. L'une se protège par le silence, l'autre interprète le silence comme un abandon. Et c'est là que naît la question qui va hanter la suite. Quand on a perdu la tendresse, est-ce qu'on peut la retrouver ? Ou est-ce qu'on ne fait que courir après une version idéale de ce qu'on a été ? Une rupture, ce n'est pas seulement se quitter. C'est apprendre à respirer dans un air devenu hostile. C'est comprendre, parfois trop tard, que l'on ne partage plus la même vérité et que désormais, chaque geste peut être relu comme une preuve à charge. Après la séparation en 2006 et le divorce prononcé en 2008, l'histoire de Phil Collins et d'Oriane Cevey cesse d'être une simple affaire de couple. Elle devient une affaire publique, parce qu'un chiffre la résume brutalement. Environ 46,76 millions de dollars versés à Oriane dans le cadre du règlement. La presse s'en empare comme d'un record. Le public, lui, réagit comme on réagit aux chiffres vertigineux, fascination, jugement, caricature. Et dans ce bruit, on oublie souvent l'essentiel, ce que ce chiffre recouvre. Des années de vie, des enfants, des promesses, et une tendresse qui, déjà, ne se raconte plus. Mais alors, que reste-t-il après un divorce à ce point médiatisé ? Il reste les liens qu'on ne peut pas dissoudre, deux fils, une histoire familiale. Et il reste aussi une tentation dangereuse, celle de croire que tout est réglé parce qu'un accord est signé. Or, un contrat ne referme pas une blessure. Il ne fait, au mieux, que poser une frontière. Pour Phil Collins, cette période porte une autre dimension. La fatigue profonde, la santé qui s'abîme, le corps qui rappelle ses limites. Des années plus tard, il résumera cela avec une sobriété déconcertante. The thing is, I've been sick. I mean, very sick. Quand on replace cette phrase dans la chronologie intime, elle prend une couleur différente. Parce que la crise, chez certains hommes, n'est pas un éclat. C'est une lente érosion. Et cette érosion finit par toucher tout. La patience, l'envie de s'expliquer, la capacité même à être présent. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas au divorce. C'est là qu'elle devient presque impossible à raconter sans trembler, parce qu'elle contredit ce que l'on croit savoir des séparations. Parfois, les gens reviennent. Pas toujours par faiblesse, parfois par fidélité à ce qu'ils ont été, parfois parce qu'ils se disent qu'ils se sont trompés, parfois parce que la tendresse, même blessée, laisse une empreinte. En 2016, plusieurs médias rapportent une réconciliation. Phil Collins et Oriane se remettent ensemble. Et à ce moment-là, une lecture romantique devient possible. Le couple qui se retrouve, les parents qui tentent de réparer, l'idée que le passé peut être réécrit. Mais alors, que signifie se retrouver quand on porte déjà les cicatrices de la rupture ? Est-ce un nouveau départ ou un retour dans un lieu déjà fragilisé ? La crise, la vraie, éclate au grand jour en 2020. Les articles parlent d'une séparation à nouveau, d'une maison en Floride à Miami, et d'un conflit qui dépasse l'intime pour devenir une confrontation juridique. Phil Collins cherche à faire partir Oriane du domicile. Elle refuse de quitter les lieux. On évoque une propriété estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars. La presse raconte aussi un élément qui, dans un couple, a toujours un pouvoir explosif. Oriane se serait tournée vers un autre homme et l'aurait exprimé par message, comme une phrase froide qui tombe sans négociation possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on vit émotionnellement quand l'amour se transforme en procédure ? On vit une humiliation intime, même quand on ne l'avoue pas, parce que la tendresse dans ce type de crise ne meurt pas proprement. Elle se dégrade dans la lutte. Elle se contamine de soupçons, de récits contradictoires, d'avocats, de communiqués, d'images volées. Elle devient un champ de bataille où chacun tente de sauver une version acceptable de soi. La rupture ici n'est plus seulement la fin d'un couple, c'est la perte du dernier espace commun. Et ce qui rend cette crise si douloureuse, c'est qu'elle se produit après une tentative de retour. Il y a dans les réconciliations brisées une violence spécifique, la sensation d'avoir remis son cœur sur la table et de le voir à nouveau repoussé. Pour Collins, la crise s'inscrit aussi dans un vieillissement public. Le monde continue à le regarder comme une légende, tandis que lui se vit comme un homme diminué, ralenti,
dépendant parfois. Et c'est là que la tendresse perdue prend tout son sens. Ce n'est pas seulement l'affection d'un couple, c'est la douceur qu'on attend de l'autre quand le corps lâche. C'est la chaleur qu'on espère quand on n'a plus l'énergie de lutter. Et pourtant, on ne peut pas réduire Oriane à un rôle de méchante, ni Collins à un rôle de victime. Ce serait trop simple. La vérité d'un couple, surtout après tant d'années, est rarement binaire. Elle est faite de besoins non entendus, de solitude, d'orgueil, de peur, de fatigue. Et parfois d'un détail terrible. L'amour persiste, mais la tendresse, elle, s'est déjà retirée. Alors la question qui s'ouvre, naturellement, est celle-ci. Quand la crise a tout brûlé, la confiance, la douceur, l'abri, qu'est-ce qu'il reste à sauver? Après une crise, on s'attend à un après clair, une page tournée, un nouveau chapitre. Mais la vérité, c'est que l'après ressemble rarement à une délivrance nette. Il ressemble plutôt à une vie où l'on apprend à marcher avec ce qui a été brisé, sans savoir si cela guérira un jour. Pour Phil Collins et Oriane Cevey, l'après du divorce de 2008 n'a pas été un simple éloignement. Certes, le règlement est acté, spectaculaire, commenté, environ 46,76 millions de dollars. Mais un divorce, surtout avec des enfants, ne vous sépare pas totalement. Il vous reconfigure. Il vous oblige à inventer un nouveau mode d'existence. Parents avant d'être ex, co-gestionnaire d'une histoire familiale avant d'être deux individus libres. Et c'est là que l'on comprend quelque chose d'essentiel. La tempête n'est pas seulement la rupture. La tempête, c'est aussi la période qui suit, quand le drame se retire et que l'on se retrouve face à ce qui reste. Le quotidien, les anniversaires, les décisions à prendre pour les enfants, les souvenirs qui reviennent sans prévenir. Et cette question muette, est-ce que nous avons fait tout cela pour en arriver là? Pour Collins, l'après s'inscrit dans une trajectoire personnelle marquée par la fatigue et progressivement par la santé qui se dégrade. Quand il dira plus tard qu'il a été very sick, il ne s'agit pas d'un simple détail biographique. C'est une manière d'expliquer un retrait, une lassitude profonde, presque une disparition intérieure. Dans ces moments-là, l'image publique ne protège plus. On peut être une légende et se sentir diminué. On peut avoir une fortune et se sentir vulnérable. Et lorsqu'on devient vulnérable, on attend de l'autre, même de l'ex, une forme de douceur, ou au moins une absence de cruauté. Oriane, de son côté, traverse aussi ses propres recompositions. La vie après une union médiatisée n'est pas une parenthèse tranquille. C'est une reconstruction sous regard permanent. Et dans ce type de trajectoire, il existe souvent une tentation. Effacer, repartir, se redonner un récit. Mais comment repartir quand une partie de votre histoire est devenue un chapitre public? Alors, ils font ce que font parfois les couples qui se sont aimés et qui n'ont pas totalement détruit le respect. Ils restent en lien. Ils ne se jettent pas l'un sur l'autre en permanence, mais ils ne disparaissent pas non plus. Et surtout, ils ont deux fils, Nicolas et Matthew, une présence qui empêche la fiction d'une séparation propre. C'est dans cet après que naît un phénomène difficile à comprendre de l'extérieur. Le retour. En 2016, Phil Collins confirme publiquement qu'ils se sont réconciliés. Il ne le dit pas comme un conte de fées, plutôt comme un choix pragmatique et affectif à la fois. Il y a les enfants, il y a deux manières de se comporter, the nasty way ou the nice way. Et il ajoute qu'ils ont compris qu'ils se manquaient. Cette phrase est capitale, parce qu'elle suggère que malgré tout, quelque chose était resté vivant. Pas forcément la passion, mais une familiarité, une alliance intime, une forme de tendresse possible. Mais alors, que signifie se retrouver après un divorce aussi violent médiatiquement? Cela signifie souvent accepter un amour moins spectaculaire, plus utilitaire, plus fragile. Cela signifie vivre avec les non-dits du passé, sans exiger qu'ils disparaissent. Cela signifie, surtout, tenter de reconstruire un climat sans prétendre pouvoir effacer l'histoire. Or, la reconstruction, elle aussi, a une faiblesse. Elle dépend du contexte. Et le contexte ici devient implacable, car dans l'après, il y a aussi le vieillissement. Et le vieillissement n'est pas une abstraction, c'est le moment où l'on n'a plus l'énergie de porter les conflits, où l'on veut du calme, où l'on cherche consciemment ou non quelqu'un qui soit un refuge. Collins évoque une perte d'appétit pour la musique, une maladie, une diminution. Quand un artiste de son calibre dit cela, il ne parle pas seulement d'art, il parle de la fin d'une impulsion vitale. Et c'est là que l'après la tempête prend un sens presque cruel. On croit retrouver un équilibre, mais on le retrouve dans un corps plus fragile, dans une vie plus lourde,
dans une temporalité plus courte. Tout cela prépare, sans le dire, la crise suivante. Parce qu'un couple qui se reforme après une rupture n'est jamais un couple neuf. C'est un couple qui avance sur un sol déjà fissuré. La moindre secousse peut rouvrir les failles. Et si la tendresse n'a pas été réparée au niveau le plus profond, la confiance, la considération, la sécurité, alors elle reste exposée. Dans cette partie de l'histoire, l'enjeu n'est pas de savoir qui a raison. L'enjeu, c'est de comprendre comment, après la tempête, on peut encore espérer un apaisement, et comment cet apaisement peut se transformer à nouveau en conflit. Parce que la vraie question, désormais, devient presque inévitable. Quand on se retrouve après s'être quitté, est-ce qu'on revient pour aimer ? Ou est-ce qu'on revient pour ne pas être seul au moment où tout ralentit ? Il y a des hommes qui parlent tôt, d'autres qui parlent quand il est déjà trop tard pour réparer quoi que ce soit. Phil Collins, lui, donne l'impression d'avoir appartenu longtemps à cette seconde catégorie, celle des hommes qui transforment l'émotion en travail, la douleur en musique, le regret en refrain, et qui gardent le reste à l'intérieur. À 74 ans, quand il laisse entendre qu'il a été très malade, il ne propose pas un récit héroïque. Il ne cherche pas l'applaudissement. Il ouvre une porte. Et ce qui frappe dans cette ouverture, c'est la sobriété. La manière qu'il a de dire, sans l'énoncer frontalement, que certaines choses se sont perdues sans qu'on s'en rende compte. Pas en une nuit, pas dans un scandale, dans une lente disparition. La révélation ici n'est pas une bombe médiatique. C'est une phrase intérieure qu'on entend enfin de l'extérieur. Il brise le silence, non pas sur un fait unique, mais sur un sentiment. La tendresse perdue. Et il faut s'arrêter sur ce mot, parce que la tendresse n'est pas l'amour. L'amour peut survivre sous forme d'habitude, de loyauté, de dette, de mémoire. La tendresse, elle, est plus fragile. Elle exige de la douceur dans la manière. Elle exige qu'on se regarde sans vouloir gagner. Elle exige qu'on se parle sans préparer une défense. Quand Collins évoque cette tendresse disparue avec Oriane, ce qu'on entend entre les lignes, c'est une fatigue émotionnelle devenue une manière de vivre. Une fatigue où l'on finit par économiser les gestes, un mot en moins, une caresse en moins, une attention en moins. Et un jour, on découvre qu'on ne sait plus comment revenir à la simplicité. Il y a, dans ces rares prises de parole tardives, une forme de constat. La vie a été plus rapide que les réparations. La carrière a imposé son rythme, les blessures personnelles ont été traitées comme on traite des urgences. On fait ce qu'il faut pour tenir, et on remet le reste à plus tard. Sauf que le plus tard n'arrive pas toujours. Dans cette révélation, il y a aussi un déplacement subtil. Au lieu de raconter Oriane comme une adversaire, il la raconte indirectement comme un lieu de manque. Et cela change tout. Parce que lorsque quelqu'un parle d'une tendresse perdue, il dit rarement « je ne t'ai jamais aimé ». Il dit plutôt « nous avons perdu quelque chose que nous avions ». Et cela suppose, au départ, une vérité partagée. Alors il ralentit. Il pèse ses mots. On sent le poids des années, mais aussi le poids des versions. Car depuis longtemps, leur histoire a été racontée par d'autres, par les titres, par les chiffres, par les procédures, par les interprétations. Or, un homme peut accepter qu'on commande son divorce, ses finances, ses maisons. Ce qu'il accepte beaucoup moins, c'est qu'on raconte à sa place ce qu'il a ressenti. La révélation, c'est donc aussi une reprise de contrôle, reprendre son récit émotionnel. Et il y a une dimension encore plus intime. Parler à 74 ans, c'est parler avec la conscience du temps. On ne parle plus pour convaincre l'autre, on parle parfois pour se clarifier soi-même, pour ne pas partir avec une confusion dans la poitrine, pour que les enfants, peut-être, comprennent un jour que tout n'était pas seulement du bruit et des conflits, mais aussi une histoire humaine, imparfaite, irrésolue. Ce qui est poignant, c'est la simplicité de ce qu'on imagine derrière cette prise de parole. L'idée qu'il a peut-être attendu trop longtemps pour dire ce qui comptait. Non pas pour sauver le couple, il sait probablement que certaines choses ne se sauvent plus, mais pour nommer ce qui a manqué, la douceur. Et c'est ici que la révélation devient presque universelle. Parce que ce qu'il raconte, au fond, c'est une tragédie silencieuse que beaucoup connaissent. On peut vivre à côté de quelqu'un pendant des années, partager des enfants, partager une maison, partager des souvenirs, et perdre, sans s'en apercevoir, la capacité de se consoler mutuellement. La tendresse perdue, ce n'est pas seulement l'absence d'amour, c'est l'absence d'abri. Alors il parle enfin. Non pour faire spectacle, mais parce qu'à cet âge-là, on ne veut plus que l'essentiel soit réduit à des titres. On veut que l'essentiel soit dit. Et la question qui reste suspendue,
après cette révélation, est presque insoutenable par sa simplicité. Si la tendresse est partie, est-ce qu'elle est partie parce qu'on a cessé de la donner ou parce qu'on a cessé de la recevoir? On croit souvent que les histoires de célébrités se terminent par un verdict. L'un a eu tort, l'autre a eu raison. Mais les vraies fins ne ressemblent pas à ça. Elles ressemblent à une vie qui continue, malgré tout, et à des sentiments qui ne disparaissent pas proprement. Elles ressemblent à des gens qui vieillissent, à des enfants qui grandissent, à des souvenirs qui reviennent sans prévenir. Et surtout, elles ressemblent à une paix imparfaite. Phil Collins aujourd'hui n'est plus au centre de la machine pop comme il l'a été. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Il a aussi perdu, beaucoup. En 2025, il parle de maladie, de retrait, de cette absence d'élan qui autrefois le portait. Ce n'est pas une plainte, c'est une manière de dire « je suis arrivé au moment où l'on ne peut plus tricher ». Quand un artiste dont toute la vie a consisté à transformer l'émotion en musique affirme qu'il ne se sent plus affamé de créer, il ne décrit pas seulement un état artistique, il décrit la fin d'une lutte intérieure, la fin de ce besoin de prouver, de refaire, de corriger. Et c'est là que l'histoire avec Oriane Cévé prend une dimension différente. Elle a été racontée comme un scandale financier, comme un divorce record, comme un conflit immobilier, comme une série de rebondissements impossibles à suivre. Mais si l'on enlève le bruit, si l'on retire les titres et les chiffres, il reste quelque chose de plus simple et de plus cruel. Deux personnes qui se sont rencontrées dans un moment de maturité, qui ont cru pouvoir se refaire une vie, qui ont eu 2 enfants et qui ont perdu la tendresse au passage. Ce que Collins semble dire, à 74 ans, ce n'est pas « voilà ce qu'elle m'a fait » ou « voilà ce que j'ai subi », c'est plutôt « voilà ce qui nous est arrivé ». Et cette nuance est essentielle parce qu'elle refuse la vengeance. Elle refuse le récit binaire. Elle laisse place à l'idée qu'un couple ne se détruit pas toujours par méchanceté, mais par épuisement, par malentendu, par incapacité à se rejoindre au bon moment. Oriane, elle, reste une figure controversée dans le récit médiatique parce qu'elle a été associée aux procédures, aux tensions, aux conflits publics. Mais on ne connaît jamais totalement la vérité intérieure d'une personne dans une histoire aussi exposée. Et c'est peut-être l'une des dernières violences de la célébrité. Elle transforme les individus en personnages. Elle fige des rôles. Elle encourage le public à juger sans avoir vécu les heures silencieuses, les nuits longues, les conversations ratées, les attentes non dites. Dans cet épilogue, il y a une réalité à laquelle on revient toujours, leurs enfants. 2 fils, Nicolas et Matthew. Ce sont eux, au fond, qui incarnent la partie durable de l'histoire. Les adultes peuvent se déchirer, se quitter, se retrouver, se perdre. Les enfants, eux, grandissent au milieu de cette complexité. Et si Collins parle aujourd'hui avec une retenue presque grave, on peut y entendre aussi un désir de ne pas léguer uniquement le chaos, de laisser, au moins, une trace de nuance. Car le vrai drame, quand la tendresse se perd, ce n'est pas l'amour qui s'éteint, c'est la possibilité de se consoler. C'est l'idée que, même au milieu du conflit, il pourrait rester un langage doux. Quand ce langage disparaît, il ne reste que des positions, des stratégies, des dossiers, des murs. Et pourtant, les épilogues ne sont pas toujours des condamnations. Ils peuvent être des constats qui ressemblent à une forme de sagesse tardive. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut regarder le passé avec moins de violence. Peut-être que c'est cela, la tendresse perdue dont il parle. Non pas un regret romantique, mais une conscience. La conscience que la vie vous donne parfois une chance, puis vous la reprend sans vous prévenir. La conscience que les sentiments les plus précieux ne sont pas les plus bruyants, mais les plus discrets. Un regard, une main posée, une phrase simple dite au bon moment. Et lorsqu'on arrive à 74 ans, on comprend une chose. La tendresse n'est pas un luxe. Elle est ce qui rend le temps supportable. Alors il reste une fin sans verdict. Une fin où l'on n'accuse pas, où l'on n'idéalise pas. Une fin où l'on accepte que certaines histoires ne se ferment jamais complètement, mais qu'elles se taisent parce qu'elles n'ont plus la force de se battre. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.